Quel est l'intérêt du lobbying pour le peuple suisse? Pour quelle raison aucun parti s'est lancé dans une initiative interdisant ces lobbyings au général? C'est pour moi. Vous avez déjà une réponse? Moi, je pense que le lobbying, hein, c'est vieux comme l'État suisse. Hein, où ça fait partie du système dès le commencement. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est spécial maintenant, c'est seulement que les possibilités économiques pour les grandes multinationales et aussi pour les organisations patronales sont beaucoup plus grandes que les possibilités de lobbying pour les NGO. Aujourd'hui, le mot lobbying, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu trop grand, hein, parce que il y a trop différentes choses qui sont là-dedans. Alors, si le WWF fait quelque chose, ou si les organisations comme la Déclaration de Berne, Public Eye, fait quelque chose avec les organisations internationales, ça aussi c'est appelé lobbying. Moi, je pense que le problème, c'est pas qu'il y a des gens qui essayent de prendre l'influence, mais le problème c'est qu'il y a les inégalités sociales dans cette société et des inégalités de pouvoir qui font que ceux qui ont les frics, ceux qui ont le pouvoir économique, peuvent aussi influencer ce qui se passe dans la politique. Moi, je compléterais en disant que... Pardon? Ouais. Je compléterais en disant que c'est la transparence qu'il faudrait promouvoir plutôt que d'interdire le lobbying, parce qu'on n'arrivera pas à interdire le lobbying, parce que finalement, contacter son voisin et puis lui transmettre une idée, c'est déjà du lobbying, et on ne pourra pas infléchir ça. Mais forcer la transparence, que ça devienne une hygiène, une éthique qui soit adoptée par tous, et puis là, je pense qu'il y a certains partis qui pourraient, hein, comme la transparence des financements, c'est une question qui se pose déjà dans certains partis. Et puis alors, la difficulté en Suisse en particulier, c'est que même les conseillers nationaux sont des lobbyistes à l'intérieur. On n'a même pas besoin d'avoir des lobbyistes, ils le sont eux-mêmes, et c'est ce que j'essaie de brièvement montrer avec ces groupes d'intérêt. Ils sont à l'intérieur. Je n'ai pas évoqué... Oui, je voulais revenir sur Priorité Liberté. C'est une association, une corporation d'idées. Et puis, elle est présidée par un conseiller national qui s'appelle M. Gregor Rutz, qui est par ailleurs président de Suisse Cigarette. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui est en fond d'écran, c'est lui qui est là. Quand l'industrie est invitée dans des débats télévisés, elle ne veut tellement pas être devant qu'elle met quelqu'un d'autre, c'est par exemple M. Rutz qui vient. Et on voit très bien que les arguments qu'il a sont les arguments de l'industrie. Donc interdire, ce sera à mon avis pas possible. Oui, la Science Industry. Science Industry, c'est l'association des industries chimie, pharma et biotech. Et il y a un groupement parlementaire au Conseil national qui s'appelle le groupement parlementaire Formation, Recherche et Innovation, CHIPI-FRI. C'est présenté par le conseiller national Gerhard Pfister, UDC, c'est le nouveau président de l'UDC. Et le secrétariat et le site internet de la commission parlementaire Formation, Recherche et Innovation est mené par Science Industry. Alors, c'est l'association patronale de Syngenta. Et vraiment, ils mènent le secrétariat et le site internet. Et puis, ils font des conférences de presse ensemble avec... le chef du département fédéral de l'agriculture, c'est Madame Eva Reinhardt. Et après ça, Monsieur conseiller fédéral Schneider-Ammann, il dit qu'en Suisse, il ne faut rien faire sur les néonicotinoïdes. Après ça c'est vraiment le type de lobbying organisationnel structurel qui existe en Suisse avec toutes ces commissions aussi à Berne. Les néonicotinoïdes, c'est Syngenta et c'est Bayer. Oui, merci déjà pour la présentation. Je reviens sur votre remarque sur c'est pas possible d'interdire. Alors peut-être
peut-être qu'il faut faire une différence entre conflit d'intérêts, corruption et lobbying, mais pour avoir assisté à un conseil municipal de village, un des conseillers municipaux possédait un terrain qui devait faire l'objet d'une délibération pour savoir s'il devait le réquisitionner et puis construire un truc dessus. Il est sorti de la salle quand la délibération a eu lieu dans un conseil de village. Je trouve ça hallucinant qu'on estime que quelqu'un peut être à la fois président d'un groupe d'intérêt et responsable politique, et pas seulement à ce niveau-là. Mario Draghi, qui est l'actuel directeur de la Banque Centrale Européenne, était vice-président de Goldman Sachs Europe pendant les montages financiers sur la Grèce. Donc peut-être qu'il faut... Non, j'espère que les historiens du futur diront qu'on était vraiment débiles de ne pas avoir mis ces lois et qu'heureusement un jour on a mis des lois qui faisaient en sorte que non, quoi. Quelqu'un qui est à la fois en train de vous vendre des armes et puis en train d'être dans une commission pour réguler les armes, il ne peut pas faire ça, quoi. Il faut lui demander d'arrêter, il faut lui demander de choisir. Et on devrait pouvoir tracer. Quand vous passez un entretien d'embauche, on vous demande ce que vous avez fait avant, etc. Ça me semblerait normal que pour un job aussi important, on vous disqualifie automatiquement du pool des possibles sélectionnés si jamais vous avez un cursus qui est absolument dans l'industrie, quoi. Bon, c'était plutôt une remarque, voilà. Oui, et c'est une remarque intéressante, pertinente. Ça fait, je trouve, référence aussi à ce qu'on a présenté, enfin, vous avez présenté surtout, mais qui est aussi présent dans la stratégie de l'industrie du tabac, c'est la notion de revolving doors. Et puis ça, on voit que c'est extrêmement présent. Et la proximité est incroyable. Donc, c'est pas possible. En l'état, par contre, comme vision politique, c'est intéressant d'avoir votre vision politique. Mais pour demain, on n'arrive pas à passer une loi sur les produits du tabac, donc le chemin est encore long. Mais... Bonsoir, merci pour ces présentations. J'aurais voulu savoir si vous pouvez élaborer un peu plus sur le rôle, le jeu des actionnaires. Parce que souvent, ces multinationales vont dire « Ah, mais c'est pas nous, finalement, ce sont les actionnaires, et puis vous savez, vous comprenez. » Donc je crois que ça pourrait être intéressant si vous nous dites un mot de plus. Merci. Oui. Nous avons fait une analyse de l'actionnariat de Syngenta. C'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de discussions politiques après l'offre de Monsanto et après l'offre de ChemChina. Mais le fait, c'est que les actionnaires qui étaient présents à l'Assemblée générale Syngenta le 26 avril à Bâle, ils ne représentent que 17% de l'actionnariat. C'est les petits actionnaires. Les petits actionnaires, c'était seulement 17%. Et c'est aussi il y a 60% des actionnaires de Syngenta habitent en Suisse, mais ils n'ont que 20% des actions. Alors la plus grande partie des actions sont dans la main de grandes organisations américaines et anglaises. Par exemple, une des grandes compagnies, c'est BlackRock. Vous connaissez, c'est 4 fois plus grand que UBS. Et le vice-président, maintenant, c'est M. Hildebrandt, qui était le président de la Banque nationale suisse avant. Et BlackRock, elle a 4 fois le volume de l'UBS. Et ils sont un des grands actionnaires dans Syngenta. Et ce que nous on a vu, moi j'ai rassemblé plus que 1000 articles de presse sur ce Mergers and Acquisition de Syngenta. Et tout le monde a discuté des actionnaires. Est-ce que c'est bon pour le cours des actions ou non? Est-ce qu'il faut fusionner ou est-ce qu'il ne faut pas? Il n'y avait qu'un seul article qui a écrit sur l'effet sur l'agriculture. Alors, c'est dans ce système capitaliste, l'effet sur la réalité, sur ce que fait l'industrie dans le monde, l'effet sur les paysans qui n'ont plus de choix avec les vendeurs et tout ça, c'est plus discuté. C'est seulement les effets dans la bourse. Et ça, c'est vraiment l'effet de ce capitalisme actionnaire où nous tous sommes devenus des actionnaires et tout est seulement mené par l'aspect des profits actionnaires dans le monde. Et le résultat, c'est que le management de Syngenta, il ne voulait pas vendre la compagnie. Il voulait fondamentalement, il ne voulait pas, ils ont été forcés par les grands actionnaires
de faire ça. Et il n'y a pas d'assez. Ces compagnies, il y en a seulement un couple de grandes multinationales dans ce domaine de semences et de agro-business. Et c'est dominé par les intérêts des capitaux actionnaires et c'est pas dominé par des réflexions sur le futur de l'agriculture dans ce monde. Alors, contrairement à M. Geller, moi, je n'ai pas du tout de chiffres, mais je sais que c'est un des thèmes qui devrait être creusé à l'avenir. Peut-être que quelqu'un dans l'assistance ici, Pascal, est-ce que tu sais quelque chose sur l'actionnariat de l'industrie du tabac qui serait intéressant à dire ici, en plus de ce qu'a dit mon frère Pinot? Tout ce que je sais, c'est que cette semaine, le grand groupe l'assurance AXA s'est séparé de toutes ses actions dans l'industrie du tabac. C'est juste, il y a eu une autre histoire cette semaine avec un actionnaire qui est à la fois chez Philip Morris et à la fois aux cliniques Hirslanden, avec une question qui a été débattue sur forum. Disons, ce qu'on peut constater avec l'industrie du tabac, c'est qu'il y a les dirigeants, qui sont très actifs, qui sont vraiment ceux qui dirigent, qui règlent les opérations, et ils ont le soutien moral d'un groupe qui est le conseil d'administration. Et en général, le conseil d'administration, par exemple, Philip Morris, c'est le multimilliardaire mexicain, comment il s'appelle, Carlos Slim, qui est dedans, et c'est tous des gens comme ça, c'est-à-dire des multimilliardaires, qui d'ailleurs, lui, a fait une grande partie de sa fortune dans le tabac. Et puis aussi, on constate que si on regarde un peu, bien que leurs activités soient en apparence extrêmement séparées et c'est vraiment deux choses totalement différentes, en souterrain, il y a des liens avec l'industrie de l'alcool. Et souvent, on retrouve par exemple le CEO de British American Tobacco, c'est un ancien haut cadre de Pernod Ricard. C'est next door en fait, c'est pas revolving doors. Oui, alors ça c'est d'un groupe à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il amène son expérience dans l'alcool, elle est très, très importante pour le tabac, parce que c'est à peu près les mêmes techniques. Comment défaire ou faire échec aux tentatives de supprimer la publicité, etc. Enfin, toutes les mêmes techniques, et ils sont très liés, mais en souterrain, pas visiblement. Vous avez très bien illustré la différence de moyens entre l'industrie et les ONG. Quelque chose qui m'a frappé dans votre présentation de Geller, c'est à quel point des sociétés commerciales ont une capacité fantastique à s'adapter, à fusionner, à se racheter, à s'associer pour défendre une cause commune alors qu'elles sont en confrontation frontale. Dans le domaine des ONG, ce qui est frappant, c'est qu'on a une multiplicité d'acteurs qui ont beaucoup plus de peine à coopérer. Ça pour des raisons historiques, pour des raisons de création, des raisons de marché de niche, ou des fois de survie. On semble que la stratégie de la cape d'invisibilité a beaucoup de peine à se mettre en place, et se profiler est plus important que la cause commune. Est-ce que vous ne pensez pas que les ONG ont peut-être aussi une révolution culturelle à faire, alors sans aller dans une approche capitalistique, peut-être une révolution industrielle pour se dire qu'il y a des causes qui sont suffisamment importantes pour qu'on s'associe, qu'on fusionne d'une manière efficace et qu'on oublie sa propre histoire? Je vais donner la parole au public. Bon, je pense que ça, c'est une remarque fondamentale qui vient d'être faite. Et moi, j'aimerais juste apporter mon expérience. Je fais partie d'un groupe d'ONG qui s'appelle la Framework Convention Alliance, l'Alliance pour la Convention Cadre. Et ce groupe a suivi les négociations de la Convention Cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS depuis le début. Et la seule façon de peser en tant que société civile, on a réalisé tout de suite, c'était de parler d'une seule voix. Dès l'instant où les négociateurs avaient en face d'eux une société civile divisée, où c'était la cacophonie, on n'avait strictement aucun poids et on disparaissait. Et donc la seule façon d'exister, ça a été de créer une alliance très forte. Et il y a eu énormément de disputes en interne, mais ces disputes n'apparaissaient jamais au plein jour quand on était à la table des négociations. Et c'est certainement grâce à ça qu'il y a eu un traité fort qui a pu être conclu.
Donc c'est la question cruciale. Et en Suisse, malheureusement, on est très loin de ça, à cause de la division entre les langues, les régions linguistiques, et la division entre les cantons. Donc on est totalement dans la division, alors qu'on devrait être fort. Par contre, les adversaires, eux, ils sont extrêmement puissants, extrêmement unis. C'est-à-dire que l'industrie du tabac, si pas une industrie, c'est un cartel. Ça fonctionne vraiment comme un cartel, qui d'ailleurs ne respecte pas les lois de l'économie de marché même. Hein. C'est un cartel un peu, je dirais même quasi mafieux. Hein. Voilà. Je peux seulement dire, dans notre cas, de ce qu'on a fait à Bâle, à Motivac, nous on est une alliance des NGO suisses. On a parmi nos membres sont des organisations, hein, comme le CETIM ou la Déclaration de Berne, sont membres de Motivac, et nous, on travaille avec eux. Et moi, je dois dire que notre expérience était très positive. On a aussi maintenant à Bâle, pour le Marche Against Monsanto et Syngenta, on a eu le soutien de 50 organisations, hein, qui ont participé à organiser et à soutenir le marche. Et moi, j'ai l'impression que si on a un ennemi commun, hein, c'est possible. Les gens, ils ont des arguments très très différents. Hein. Il y a les environnementalistes qui critiquent avant tout l'effet sur les abeilles, des trucs comme ça. Il y a les syndicats qui ont payé aussi pour notre livre, par exemple. On a des organisations de tiers-monde qui ont, par exemple, des organisations comme Brot für alle, ou toutes ces organisations-là ont soutenu le mouvement, ont soutenu le marche against Monsanto et Syngenta, et beaucoup d'organisations ont aussi donné de l'argent pour notre bouquin et notre critique de Syngenta. Moi, j'ai l'impression que la conjoncture est assez positive pour travailler ensemble avec les organisations. Mais peut-être c'est différent, je ne sais pas, ça dépend du cas. C'est vrai que la remarque, elle était plutôt, j'imagine, ciblée pour la prévention du tabagisme. Je pense qu'on a des choses à apprendre de la marche positive chez vous. Probablement aussi que c'est historique. Alors ça n'excuse pas tout, mais c'est une thématique qui a été occupée par la santé publique, les médecins. Et puis quand vous parlez des regards croisés et de l'ensemble des éléments, c'est vrai que sur des thématiques comme la fumée passive, par exemple, c'était difficile de rallier les syndicats. Et pourtant, il y avait la protection des travailleurs. Mais ça s'est très très mal mis en marche et je pense qu'on est en souffrance. Et donc ma présentation, elle était aussi orientée sur comment est-ce qu'on peut venir dans un autre réseau et prendre un peu cette hauteur et traverser différentes thématiques. Une autre question, vous avez fait une marche récemment, comment vous mesurez l'impact? Et pour ajouter, on fait beaucoup de marches, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce qu'on fait des marches parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre? Vous savez, aujourd'hui, moi je pense que le monde c'est dans vraiment une situation critique. Hein. Si on regarde la situation avec le climat et tout ça, et la question que je vous pose c'est combien de pourcents de chance est-ce qu'il vous faut pour faire quelque chose contre ce danger-là? S'il y a peut-être encore 1% pour gagner, moi je pense qu'il faut essayer tout pour le faire. Moi je vois aussi que c'est difficile, que le pouvoir est avec les multinationales et avec le capital, c'est clair. Mais il faut essayer. Même si on a seulement 1% ou 2%, il faut essayer. On ne fait pas de marche. Non, mais ça a un certain impact. Par exemple, Monsanto, quand elle a voulu acheter Syngenta, hein, elle a dit que la réaction des mouvements en Europe, c'est un des aspects qu'il prend vraiment en compte. Ils ont peur du mouvement contre les OGM, et ils ont peur du mouvement contre le glyphosate et les pesticides. Et couramment, on a vraiment une chance à changer quelque chose avec le TTIP. Je vous dis, le TTIP, c'est pas encore sûr. Hein. Maintenant, après la publication des documents par Greenpeace, hein, on a vraiment une chance de stopper le truc. Et c'est les mouvements qui font ça. Et moi, je pense qu'on a peut-être une chance.
ça fait aussi du plaisir. Hein. Faire la politique et faire la résistance, c'est aussi bon pour le cœur. Hein. C'est bon pour la santé. Ok, peut-être une dernière question. En France, on appelle ça TAFTA. Donc, l'arrangement qui se fait avec l'Europe. On a quand même eu une remarque de notre conseiller fédéral Schneider-Hammann qui a dit « Si TAFTA passe en Europe, nous devrons y boire ». Donc, on se trouve quand même relativement minorisé en Suisse. Ça va pas se décider, ça va pas être décidé en Suisse. Ça va être décidé en Europe. C'est clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce discours pour ces accords-là, mais pour d'autres normes européennes, alors là, le même Schneider-Hammann, on est chez nous, on fait comme on veut, et puis on va quand même pas se laisser imposer un paquet neutre ou des directives complètement contre l'économie. Tant que les jeux sont pas faits, il y a effectivement une chance.